Les chocs 2019. En pleine confrontation avec la Chine, les États-Unis d'Amérique placent Huawei sur la liste noire des entreprises et coupent ainsi l'accès à la fois à Android et aux semi-conducteurs américains. 2021, sortie du Covid, le grand public découvre la dépendance de son économie envers des puissances étrangères. L'approvisionnement en semi-conducteurs n'est plus assuré, les usines automobiles sont à l'arrêt. 2025, 1 milliard de personnes utilisent ChatGPT, nous étions 1 million en 2022. Les technologies, l'innovation sont plus que jamais une arme stratégique aux mains des puissances et aussi un enjeu de souveraineté. Quelles sont les forces stratégiques en présence et leurs atouts? Quelle stratégie pour l'Europe et pour ses entreprises? Bienvenue dans Choc et Stratégie, une série conçue par KEA et par la FMES, Fondation méditerranéenne des études stratégiques. Je suis Pierre Denis, fondateur de Toutac et partenaire groupe de KEA. Aujourd'hui, guerre technologique, souveraineté et stratégie d'entreprise. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes expert technologique à la FMES, vous êtes officier, vous avez commandé un sous-marin nucléaire pendant la guerre du Kosovo et vous avez dirigé la stratégie de l'activité de lutte sous la mer de Thales, leader mondial. C'est cela. Bonjour Claire. Bonjour Pierre. Vous êtes senior partner chez KEA en charge du pôle technologie. Absolument. Ma première question est pour vous, Claire. Dans cette guerre technologique et de souveraineté que nous vivons, sur quoi porte la bataille? De quelle technologie parlons-nous? Alors on parle de technologies qui répondent à des critères assez spécifiques. C'est d'abord des critères de rareté de cette technologie ou de concentration sur un territoire. Par exemple, les semi-conducteurs, Taïwan en fabrique 90%, donc on a une forte dépendance à ces technologies. On peut avoir aussi évidemment des technologies qui sont des dépendances critiques pour d'autres technologies. Le cloud en est un bon exemple. Sans cloud, pas d'IA. Et là, donc le cloud constitue par ce socle technologique une technologie absolument stratégique. Après, il y a évidemment toutes les technologies qui sont destinées à transposer, à transporter des données sensibles, bien évidemment. Et puis, de manière absolument claire, les technologies qui sont des technologies qui ont capacité à être une arme ou un levier de puissance. Donc là, on parle plutôt des technologies GPS, par exemple, pour les secteurs militaires. Et puis, il y a peut-être un petit peu d'autres éléments complémentaires qu'on peut regarder. Par exemple, la difficulté de substitution d'une technologie. C'est quand même quelque chose qui est assez important. On ne remplace pas un réseau satellitaire en 2 ans. Donc, quand on a une capacité de remplacement qui est longue, qui est coûteuse, on peut considérer que c'est une technologie sensible. Par ailleurs, ça peut être des technologies, et je terminerai par là, qui ont un effet multiplicateur sur d'autres technologies. Je repense là à nouveau au cloud. Le cloud, ça a un effet multiplicateur sur tout un tas de technologies. Donc, c'est à nouveau une technologie extrêmement sensible. Donc en synthèse, je résumerai ces technologies en 4 grandes catégories. Les technologies d'infrastructure, donc c'est vraiment sont vraiment les briques de base qui conditionnent un grand nombre d'applications. Donc là-dedans, on retrouve les semi-conducteurs, les télécoms, le cloud et toutes ces technologies-là. La deuxième grande catégorie, je dirais, du coup, ce sont toutes les technologies du contrôle des données et de l'intelligence. On comprend évidemment bien pourquoi, mais toutes les formes d'IA, de big data, de gestion des données, et puis évidemment toute l'informatique quantique qui arrive, ce sont les technologies qui s'appliquent particulièrement à cette maîtrise de l'intelligence des données. On peut dire évidemment que toutes les technologies qui ont trait à l'énergie et à la transition énergétique, en fait, ce sont les technologies qui rendent possible l'autonomie, qu'elle soit industrielle, économique ou de défense et de sécurité. Donc à ce titre-là, je pense que les technologies telles que les batteries, stockage d'énergie et puis toutes les technologies alternatives d'énergie, bien sûr, sont des technologies sensibles. Et puis enfin, c'est probablement le plus évident, mais les technologies militaires ou duales, bien évidemment, sont extrêmement stratégiques puisqu'elles sont liées à la défense et à la sécurité. Donc j'entends par là les technologies de GPS, les technologies satellitaires, toutes les technologies de cybersécurité, de cyberdéfense évidemment, et puis tous les drones, le spatial, et puis les technologies navales ou nucléaires. Eh bien, on va avoir le choix. Yann, on a donc quatre grandes catégories.
si on passe des technologies finalement aux forces géopolitiques en présence, quelles sont ces forces et quels sont leurs atouts ? Alors, dans les forces, je vois deux groupes de forces, en fait. Premier groupe qui est ce que j'appellerais les États, ou les coalitions d'États, parce que maintenant, face à des mastodontes comme les États-Unis, la Chine, certains pays asiatiques et certains pays du Golfe, l'Europe, chacun des pays pris individuellement pèse peu face à ces mastodontes. En revanche, si on arrive à faire la somme des pays européens, on pèse face à ces blocs qui sont en face de nous. Donc on a un véritable enjeu en Europe à fédérer quelque part nos industries de façon à pouvoir faire bloc face à des compétiteurs ou des agresseurs qui ont des moyens supérieurs aux moyens individuels des pays européens. En revanche, les pays européens pris dans leur ensemble, normalement, devraient être capables de se confronter. Au-delà des États, et les États pèsent beaucoup. Si je prends par exemple quelque chose que je connais bien, c'est l'évolution des budgets de la défense, qui sont en forte croissance, comme vous le savez. Les États-Unis, aujourd'hui, sont à 3,7% de PIB, et ils atteignent 1000 milliards de dollars en budget de la défense. C'est énorme. À côté de ça, la Chine, officiellement, est à 350 milliards de dollars. La Russie, officiellement, est à 150 milliards de dollars. Ceci dit, quand on dit que la Russie est à 150 milliards de dollars, elle est quand même à 50% de son budget. C'est vraiment une industrie de guerre extrêmement forte. Elle est à 14% de son PIB, donc c'est quelque chose, on est au-delà, là. En Europe, si vous prenez l'ensemble des pays, les pays qui font la course en tête en termes de PIB, ça va être la Grande-Bretagne et que je compte pas dans l'Europe, mais dans le continent européen, je dirais, et l'Allemagne, qui sont aux alentours de 88 milliards d'euros. Et en termes de budget, la France, ensuite, vient, à égalité avec l'Ukraine d'ailleurs, 60 milliards de dollars. Bon, l'Ukraine, on voit bien pourquoi, et la France, je pense qu'il y a toujours une volonté d'avoir une dissuasion, etc. Mais on voit quand même que ces chiffres sont quand même bien plus faibles, pris individuellement, que les chiffres qu'on a autour, et donc il faut arriver à fédérer les industries. Alors ce qui se voit dans le militaire se voit aussi dans le civil. Et vous parliez en tout, je me souviens, de 450 milliards pour l'Europe. 450 milliards d'Europe quand on met ensemble tous les pays. D'accord. Et donc là, on arrive sur des chiffres qui sont comparables à ceux de la Chine, à ceux des grands acteurs, sachant que les Américains sont au-dessus, mais il ne faut pas oublier que nous, on est à 2% du PIB, tandis qu'eux, ils sont proches de 4% du PIB. Donc qu'ils aient le double de budget, ce n'est pas normal. En fait, en termes de force de frappe, si on s'y met, on est à armes égales avec les États-Unis et la Chine. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à fédérer nos industries, alors qu'elles sont plutôt en compétition interne à l'Europe. Il y a un véritable enjeu de coopération entre nous et sans doute de concentration des industries pour pouvoir peser. Mais je crois qu'il n'y a pas que les nations dont on parlait aujourd'hui. Alors, tout à fait. Et le deuxième groupe dont je voulais parler, parce que ça c'est le premier groupe, le deuxième groupe, qu'il ne faut pas négliger, ce sont les GAFAM. Alors les GAFAM, on les connaît tous, c'est les Amazon, les Microsoft, Apple, etc. Eh bien, quand vous prenez l'ensemble de ces GAFAM, en fait, ils ont des budgets étatiques, pratiquement. Le chiffre d'affaires de ces GAFAM, si vous le rassemblez, c'est 1700 milliards de dollars. C'est énorme. Et la partie en recherche et développement qu'ils dépensent tous les ans, qui leur donne un véritable avantage compétitif, c'est de la classe 250 milliards de dollars. C'est énorme. Donc c'est proche de la Chine en dépenses militaires. C'est proche de la Chine en dépenses militaires, mais là on ne parle que de R&D. Ouais. Parce que la Chine, dans ses budgets, elle paye ses effectifs, elle construit ses bateaux, etc. Là c'est uniquement de la R&D. Quand on voit le budget de la France, c'est 60 milliards d'euros. Vous voyez, versus 230 milliards de dollars d'investissement, on a de quoi se faire du souci. Alors, en réalité, il y a quand même de l'espoir. Parce que dans cette question des nouvelles technologies, apparaissent des nouvelles chaînes de valeur.
Et en définitive, les chaînes, comme toutes les chaînes, la solidité d'une chaîne tient à son maillon le plus faible ou à son maillon le plus fort. Alors aujourd'hui, je ne connais pas de pays qui maîtrise totalement tous les maillons d'une chaîne. Donc, on est engagé quand même, d'une manière ou d'une autre, dans des rapports de force, mais il faut avoir dans les rapports de force toujours une arme à sa disposition. Et si en Europe, on est capable d'avoir, pas une forme de monopole, mais une forme d'avance sur un chaînon, sur un point précis, nous avons une monnaie d'échange. Et il y a, dans chacune des technologies qui ont été citées, on a en Europe des pôles d'excellence sur lesquels on peut encore se renforcer, bien sûr, sur le modèle du best athlete, hein, comme on dit. Et dès lors qu'on a ça, dans les discussions internationales, si à Taïwan nous coince les composants et qu'on est champion mondial de la cybersécurité, on a une monnaie d'échange. Je te protège et tu me donnes mes composants. Très bien. Est-ce que Claire, cette vision du monde vous inspire par rapport aux enjeux numériques de manière globale ? Oui, alors moi j'ajouterais peut-être une chose, c'est qu'au-delà des sujets de rapport de force sur les technologies en elles-mêmes, il y a peut-être un sujet, c'est que contrôler les technologies, c'est aussi contrôler les standards et l'interopérabilité. C'est un principe clé de la souveraineté technologique. Donc celui qui fixe les standards, quelque part, il fixe quand même les règles du jeu. Donc ça me semble aussi extrêmement important. On peut soit imposer un standard, hein, on peut, ou alors si une techno justement ne respecte pas un standard, on peut avoir des risques de verrouillage ou de dépendance. Et l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité de dialogue des technologies entre elles, ça peut être aussi un facteur d'ouverture important, mais potentiellement un facteur de vulnérabilité aussi. Donc ce sujet des normes et des standards me semble absolument fondamental. Par ailleurs, l'adoption mondiale d'un standard, on parlait des GAFAM par exemple, fait qu'on prend un marché complet ou quasi complet si on a réussi à imposer de manière mondiale un standard par exemple. Si vous le permettez, je vais vous donner un exemple. Quelque chose que je connais bien, c'est... on parle de transmission de la data. La transmission de la data passe par les océans d'une manière générale. 99% de la data qu'on utilise, alors c'est aussi bien la data pour les banques, etc., que la téléphonie, hein, passe par des câbles à fibre optique ou pour les plus anciens à cuivre, mais en général c'est fibre optique aujourd'hui. Il y a 1,5 million de kilomètres de câbles dans les fonds des mers. Eh bien, 50% de ces câbles appartiennent aux GAFAM. Et quand on détient 50% des câbles, eh bien, toute la data passe par eux. Donc, ils ont le monopole, quelque part, des standards de communication, des standards, s'il y a des surveillances avec des distributed acoustic sensing, ils ont des interrogateurs DAS, ils fixent les standards, et donc, ils ont la main sur ce qui se passe à travers leurs câbles, de manière défensive, bien évidemment, pour se protéger, mais aussi de manière offensive, si quelqu'un était mal intentionné. Donc, il faut l'avoir en tête. Eh bien, comme ça me fait la transition vers les entreprises, en fait. Il y avait peut-être un point, ma question portait sur les blocs, mais aussi les blocs en termes de nations. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose qui se répartit ? Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans l'histoire, l'Europe, elle a vraiment réussi à fixer des standards. Alors, c'était il y a quelques années, hein, parce que c'était plutôt dans les années 90, mais par exemple, dans les technologies GSM, l'Europe a été à l'origine, par exemple, des technologies 2G au démarrage. Enfin, elle a vraiment eu cette capacité. Dans l'énergie aussi, par exemple, certaines normes anti-pollution dans l'automobile, elles sont européennes et elles se sont quand même diffusées largement, y compris en Chine. Dans la finance aussi, on a quand même tous les paiements à base de puces, Visa, etc. On a réussi à imposer des choses. C'est vrai qu'actuellement, les normes et les standards, elles sont plutôt imposées par les États-Unis d'une part, et je reviens, c'est tout à fait ce qu'on disait sur l'exemple, par exemple, des câbles sous-marins, et puis sur la Chine, qui est vraiment un écosystème de règles, normes et standards assez fermé. En Europe,
Alors, on a un certain nombre de normes, typiquement RGPD, que tout le monde connaît, qui a été décrié, mais qui néanmoins commence à faire école dans tout un tas de pays. Mais c'est vrai qu'au-delà de la régulation, on voit peu de standards européens s'imposer. Et on sait qu'en termes de nouvelles technologies, 85% des services consommés en France et en Europe ne sont pas à base de standards européens et sont à l'immense majorité se sont adossés à des technologies américaines. Bon, mais quand même, nous sommes Européens et Français. On fait comment quand une entreprise française et européenne pour face à ces chocs? Je pense qu'on a des niches d'excellence quand même. J'ai des exemples en tête, par exemple Dassault Aviation, avec Katia, a le meilleur système de conception 3D au monde actuellement. Il n'y a pas d'équivalent. Donc là, il tient un maillon d'une chaîne, parce que tout le monde a besoin de ces outils de conception. Là, Dassault possède un maillon de la chaîne. Quand Thales rachète Imperva aux États-Unis pour 5 milliards de dollars, Thales se positionne en leader mondial de la cybersécurité. Et on est capable d'imposer des standards de cybersécurité. Et la cybersécurité, on le voit tous les jours, c'est une forme de guerre aussi, hybride, parce que c'est à la fois militaire, civil, mais enfin, ça adresse tout le monde. Ça intéresse aussi bien les hôpitaux que les usines, que sur le champ de bataille en Ukraine. Donc la cyber, c'est un vrai sujet. Si en Europe, on arrive à avoir un champion de la cybersécurité, ça nous positionne déjà par rapport à nos compétiteurs potentiels et aussi par rapport à nos partenaires. Et si on repart de l'exemple de Yann, c'est deux entreprises françaises et mondiales, Thales et Dassault, si on extrapole, finalement, c'est quoi les stratégies quand même pour nous, Européens ? Alors, c'est vrai que les entreprises françaises et européennes, elles sont pour la plupart habituées à naviguer dans la mondialisation depuis un certain temps. Et c'est tout à fait vrai qu'on a quelques pépites. Mais ce qui est nouveau, c'est ces effets de choc quand même successifs et violents. C'est-à-dire que les rapports de force deviennent de plus en plus intenses. Et maintenant, il semble absolument évident qu'on ne peut plus avoir de stratégie d'entreprise qui ne s'inscrive pas dans son environnement géopolitique. Donc ça, c'est la première chose. Donc le défi, c'est vraiment de réconcilier résilience et autonomie stratégique avec la performance économique. Et ça, c'est pas si évident que ça. Surtout quand on a pris du retard. Surtout quand on a pris du retard, tout à fait. Donc pour le dirigeant, il faut qu'il renforce la maîtrise de ses écosystèmes. Donc concrètement, il faut d'abord se former. Tous les dirigeants ne sont pas acculturés de manière évidente à ces sujets qui sont éminemment stratégiques. Puis il faut aussi avoir accès à une information renouvelée, de qualité, suffisamment précise. On peut parler de cartographie des dépendances technologiques, comme on disait tout à l'heure. Enfin, avoir une cartographie de ces maillons forts, maillons faibles, qui soit suffisamment précise. Voilà, une information sur les risques géopolitiques, sur les écosystèmes d'innovation. Donc, voilà, ça demande quand même à mettre en place beaucoup de choses autour du dirigeant auxquelles le dirigeant n'avait pas forcément accès historiquement. Et puis après, de manière plus opérationnelle, il devient absolument essentiel, quel que soit le secteur, de sécuriser de manière beaucoup plus forte ces chaînes d'approvisionnement. Donc, il est fréquent de devoir, par exemple, coopérer là-dessus, y compris avec des concurrents. Donc, c'est quand même des choses qui sont relativement nouvelles. On a vu plein de choses, en effet, qui se font déjà, mais sur les gigafactories, par exemple, pour les batteries dans l'automobile, la coopération PSA, enfin Stellantis-Renault, pardon, est un bon exemple. Mais c'est quand même des choses qui sont relativement nouvelles. Et s'attaquer au monopole chinois sur les batteries, c'est quand même pas quelque chose qui se fait en un jour. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'il faut inscrire dans le temps long. Évidemment, toute la maîtrise des données, c'est un sujet qui est dans une préoccupation quotidienne des dirigeants. Et puis, l'adoption aussi de ces standards ouverts. Et puis, la révision des gouvernances, notamment des gouvernances qui ont trait à l'innovation.
pour investir suffisamment tôt. Je pense que on parlait de retard tout à l'heure. Enfin, la question voilà, d'investir au bon moment, elle devient clé sur certaines technologies. Donc ça demande quand même pour le dirigeant, même si bien sûr certaines entreprises ont déjà des niches dans lesquelles on est en pointe, c'est tout à fait juste. Il reste que dans beaucoup de secteurs, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place et à inventer. Je vais rebondir là-dessus. Je vais parler à l'ancien militaire. Il y a un parfum de bataille dans ce que vous évoquez là. C'est des batailles pour garder des parts de marché, pour être à jour en innovation, et ainsi de suite. Donc je me retourne vers vous et en fait, quel regard vous portez, vous, ancien militaire, sur cette bataille technologique, ces attaques technologiques? Qu'est-ce que ça vous évoque, que ce soit en Europe ou dans le monde? Effectivement, il y a des batailles relativement féroces. Ceci dit, je pense que ça va être assez complexe. Je prends l'exemple de Nvidia. C'est intéressant, Nvidia. Nvidia, c'est une société qui fabrique des composants, leader mondial des composants aux États-Unis, qui a fait le buzz récemment, puisque ils étaient à 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les années 20. Là, maintenant, ils sont en train d'atteindre 200 milliards de dollars actuellement. Et la valorisation en bourse de Nvidia est de 5 000 milliards de dollars. Waouh, 200 fois, plus de 200 fois le chiffre d'affaires de cette société. C'est énorme. Et quand on regarde bien Nvidia, un de ses premiers débouchés, de ses premiers marchés, c'est quoi? C'est la Chine. Alors, donc, politiquement, on empêche Huawei d'avoir accès aux composants de Nvidia, etc. Moi, je me pose la question, quel est le futur de Nvidia et de sa capitalisation face à de telles mesures? Ça peut très bien faire exploser la bulle et retomber. Donc je pense que le système est beaucoup plus complexe parce que les économies, en fait, sont tellement intriquées entre tous les États, parce qu'au-delà des combats, il y a aussi une intrication énorme. Et donc, en fait, souvent, entre partenaires, adversaires, on est plutôt, comme vous le disiez, en coopétition. Mais lorsqu'on avait préparé, vous nous aviez cité un cas qui m'a frappé. On parlait à nouveau de semi-conducteurs, puisqu'il y avait eu une espèce de flambée d'incendie. Oui, entre 2020 vous pouvez nous en dire deux mots, parce que je pense que stratégiquement, oui, ça montre quand même nos risques. Très curieusement, entre 2020 et 2022, et chez ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui s'en souviennent encore, il y a eu, de façon assez curieuse, des incendies ciblés et très violents d'ailleurs, un au Japon, un en Allemagne et un en France, des usines de composants qui ont brûlé. Et l'impact sur nos chaînes d'approvisionnement, en particulier dans le domaine de la défense, mais pas que, l'automobile aussi a été très impactée, a eu un impact extrêmement négatif sur notre capacité à livrer et sur notre capacité donc à dégager du cash, et ce cash dont on avait besoin pour financer notre innovation. Donc ça fait partie typiquement, je ne dis pas qu'il y a eu sabotage, je dis qu'il y a eu étrange coïncidence. Donc je pense qu'il faut être assez vigilant, d'avoir autant que faire se peut des redondances dans les sources. Alors les redondances, c'est pas forcément dans un pays, ça peut être entre plusieurs pays qui coopèrent. Et puis il faut faire attention aussi, on parlait tout à l'heure des normes, sur la législation en vigueur. Typiquement, les États-Unis possèdent une arme de guerre qu'ils sont seuls à posséder, ça s'appelle l'ITAR. L'ITAR, c'est une régulation sur les composants d'armement ou les technologies, et c'est une des très très rares lois extraterritoriales. C'est-à-dire que l'ITAR s'applique partout, y compris chez nous, en particulier chez nous. Je l'ai vu bien souvent. Et l'Europe n'a pas de loi équivalente à l'ITAR, quelque part, pour pouvoir répondre. Donc les seules réponses qu'on pourrait avoir, c'est soit faire des systèmes ITAR-free, comme on dit, c'est-à-dire identifier, donc ça nous impose d'avoir une traçabilité très fine de tous nos composants, et éviter d'acheter tel composant aux États-Unis parce qu'il va il va itariser notre produit. Donc c'est quand même assez complexe, et c'est un coût, donc ça vient plomber notre compétitivité. Et par ailleurs, c'est difficile à gérer, puisque une simple conversation entre ingénieurs, si la suggestion américaine est prise en compte par nos équipes, France par exemple, itarise les produits. Donc c'est quand même en termes de législation, il faut réfléchir à pouvoir être armé pour au moins faire face aux menaces et aux agressions auxquelles on fait face. Vous venez d'évoquer un certain nombre de cas de souveraineté
technologiques des États. Claire, comment elle se vit, comment elle se traduit, cette souveraineté, dans les entreprises ? C'est vrai que dans les entreprises, on observe une forme de dissonance cognitive, on va dire, des dirigeants, puisqu'il y a une conviction qui est quand même très affirmée et très généralisée, qui dit que effectivement ces sujets de souveraineté sont fondamentaux, voire existentiels. Et en même temps, on voit bien que le pragmatisme amène souvent à faire le choix de la compétitivité au détriment de la souveraineté. Ce qui est certain, c'est que ça dépend beaucoup du type d'entreprise. Bien évidemment, quand on parle d'entreprises très stratégiques, comme la défense, l'énergie par exemple, les semi-conducteurs ou le numérique critique, là, on a quand même pris les choses, on a mis en place des mesures de souveraineté vraiment... pour piloter ça. Par contre, il y a des secteurs qui sont à faible risque, je dirais, mais fortement globalisés. Donc là, ça va être plutôt l'exemple du retail, de la distribution, du tourisme, par exemple, ou des secteurs qui sont, encore une fois, globalisés, mais moins stratégiques. Eux, ils ne font presque rien. En tout cas, c'est plutôt mon expérience, souvent faute de moyens ou parce que c'est pas un enjeu pour l'État. Donc, on a vraiment... je pense, des conduites assez différentes d'un secteur à l'autre. Et puis, ce que considèrent souvent les entreprises pour faire ces choix et ces choix d'investissement dans des choix souverains, c'est d'abord souvent encore des questions économiques de rentabilité et de marge. Quand les marges sont faibles, on a une forte pression sur les coûts. Il est difficile d'investir et on a la tentation d'externaliser, par exemple. Donc quand on externalise des compétences critiques, c'est difficile de conserver sa souveraineté. Voilà, c'est évident. Il y a effectivement des sujets de vitesse d'innovation et de cycle technologique court, c'est-à-dire que plus le secteur évolue de manière rapide, et évidemment c'est le cas du numérique, de l'IA, enfin de toutes ces technologies, au plus on a un retard qui risque de s'accumuler rapidement, et c'est un peu malheureusement ce qui se passe en Europe. On a un retard qui s'est accumulé, là où quand on est dans du cycle plus long et sur des technologies d'industrie plus lourdes, on a peut-être moins de mal à rester dans la course. Et puis, il y a aussi le sujet des entreprises qui doivent s'adapter en permanence au marché, aux consommateurs, etc. Et où finalement, ça fait passer souvent au second plan. Donc cette rapidité, cette mobilité qui est exigée par le marché, ça fait souvent passer au second plan les enjeux de souveraineté. Ensuite, last but not least, c'est quand même extrêmement important. Je pense qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais la capacité d'investissement, c'est quand même le nerf de la guerre. Et je pense que certains secteurs, pour avoir des approches autour de la souveraineté qui soient vraiment efficaces, ont besoin d'investissements et de capex importants et n'en ont pas les moyens. Donc je pense que la politique d'investissement, c'est absolument clé aussi dans les filières pour arriver, et cette logique de filière justement pour arriver à ce que les entreprises puissent développer des stratégies soit de sourcing, encore une fois, de maillons clés ou critiques, de compétences clés, etc. Donc si l'Europe suit pas le rythme d'investissement mondial, on va continuer à observer le décrochage qu'on observe actuellement malheureusement. Claire, Yann, on évoquait 230 milliards tout à l'heure d'investissement en R&D des GAFAM, donc je me tourne vers vous. Justement, Yann, on a bien fait le tableau, on arrive à la fin du podcast. Quelles sont les raisons d'espérer pour l'Europe ? Alors d'abord, on a quand même je disais tout à l'heure qu'on a quand même des niches d'excellence, mais je le vois par exemple, très récemment, on vient d'inaugurer le plus gros calculateur au monde pratiquement, avec Evident. Et ça, c'est un fait politique à la base. Pourquoi c'est là ? Tout simplement parce que la France est un des très rares pays dotés de la dissuasion, et on ne fait plus d'essais nucléaires, et donc on met en place la simulation. Et cette simulation nous a amené à investir beaucoup dans ce type de technologie, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle du quantique ou des choses comme ça, on n'est pas du tout très très en retard, on est plutôt en avance. Donc on est sur certaines technologies qui sont liées à ça, on a un poids politique, on a des technologies et on a des savoir-faire. Alors, quand on a moins de moyens, il faut être malin et donc focaliser sur des maillons de la chaîne sur lesquels il faut éviter le saupoudrage, en tout cas. Ça, j'en suis intimement persuadé. Et il faut rassembler nos forces aussi.
Si on passait la moitié de l'énergie qu'on passe à se battre entre acteurs européens, à s'allier pour se battre contre ceux qui sont à l'extérieur de l'Europe, ça nous ferait beaucoup de bien. Je pense que l'alliance des industries européennes pour faire face aux menaces extérieures et être compétitif sur le marché mondial, tout simplement, est un enjeu du XXIe siècle. Autre note d'espoir, l'Europe a fait Airbus. Airbus a battu Boeing. Actuellement, on fait la course en tête. Donc il y a quand même de l'espoir. Merci beaucoup Yann. Je vous en prie. Merci Claire. Avec plaisir.